Ok, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Pure Pause. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de son? J'imagine que non, si Nico a bien réglé tout ce qu'il fallait.
Donc aujourd'hui, c'est un programme un peu particulier parce que vous allez assister à la première audition de la députée Caroline Janvier. Bonjour, Bonjour. Caroline Janvier. Donc vous êtes ici pour auditionner Monsieur Frédéric Le Turc, maire de la ville d'Arras. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur le maire. Et Vincent Donnery, directeur de la Fondation pour l'enfance et président de l'association Agir Ensemble. Agir et vivre Agir et vivre ensemble l'autisme. Mais je suis surtout là aujourd'hui comme directeur de la Fondation Comme pour directeur de la l'enfance. Fondation pour l'enfance, voilà. Donc c'est votre première fois tous les deux sur Twitch que vous faites une émission? Oui. Absolument. Vous savez comment ça se passe un petit peu? On va vous suivre. Ou pas du J'en tout ai suivi, donc je vois Alors, à peu près. je vous explique. Là, il y a un chat sur le côté. Alors, il y a déjà des gens qui ont commencé à parler. Il y a un numéro de téléphone. Il y a Archimède qui vous dit bonjour. Il y a Kirnakir en bas qui vous dit bonjour aussi. Les autres, si vous êtes là, manifestez-vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde parce que je vois des gens connectés. Donc là, voilà, vous pouvez vous saisir des questions qui arriveront dans le chat ou directement. Moi, je vous ferai le relais. Et voilà. Donc alors, pour remettre en contexte un peu les gens, pour les gens qui débarquent sur la chaîne, qui ne connaissent pas, on est une plateforme de démocratie participative et on permet aux citoyens, aux collectivités, aux chefs d'entreprise, au gouvernement ou aux parlementaires comme Caroline Janvier, de mettre en consultation des textes de loi pour demander l'avis des citoyens. Et c'est ce qu'a fait Caroline Janvier avec sa loi de surexposition des enfants, la loi pour lutter contre la surexposition des enfants aux écrans. Vous êtes déjà plus de 1600 à avoir participé et plus de 300 à avoir déposé des contributions pour participer à l'écriture de ce texte. Cyril Lambda, sauf erreur, Frédéric Le Turc n'est pas gauchiste. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes une chaîne de gauchistes parce qu'on reçoit beaucoup de gens. Non, je suis plutôt central. Voilà. on reçoit beaucoup de gens de gauche et c'est vrai que ces démarches participatives appartiennent généralement plus à la gauche qu'à la droite, donc quelque part c'est plus facile. Ce sont de mauvaises idées en fait. C'est ce qu'on essaye voilà. de dire aussi. Mais c'est vrai qu'on est vu comme une chaîne qui reçoit beaucoup de. Ah oui. D'accord. Je ne savais pas. Alors, il y a Thierry Lambda qui s'intéresse à votre jeunesse, bon, vos idées bien. politiques. Alors Frédéric, c'est avec un C, pas QE. Voilà. Donc alors. Là, Caroline Janvier a mis en débat son texte sur la plateforme de Purpose. Plus de 1600 participants qui ont déjà voté pour ou contre le texte avant même qu'il soit déposé à l'Assemblée nationale. Et 300 personnes qui ont participé à l'écriture. Et là, on entame durant le mois de janvier les auditions. Donc il va y en avoir 3. Aujourd'hui, c'est la première. Et nous recevons donc Vincent Donnery et Frédéric Le Turc. Et ma question, c'est pourquoi vous avez choisi d'inviter pour une première audition un élu local et un directeur d'association? Alors déjà, merci de me recevoir à nouveau et merci à tous ceux qui nous regardent. L'idée, c'était de faire un peu comme ça se fait à l'Assemblée nationale, mais donc avec tous ceux qui participent là, et bien des auditions. Et lorsqu'on fait des auditions à l'Assemblée nationale, on essaie d'interroger le plus grand nombre de personnes et d'acteurs possibles, donc à la fois des élus locaux, des élus nationaux, des experts, des représentants d'associations, d'acteurs engagés. Et donc, je trouvais ça intéressant de commencer cette première audition avec un maire engagé sur cette question-là, et vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure, et avec effectivement le président d'une fondation, d'un acteur très engagé sur les questions d'enfance et en particulier du numérique. Comme ça nous donne un petit peu un peu de vision et puis de positionnement sur ce sujet qui est un sujet en fait du quotidien. Voilà. Alors maintenant moi je vous laisse les rênes parce que c'est votre audition, c'est vos questions. Moi j'ai rien préparé du tout. Donc voilà, peut-être que d'abord on peut rappeler brièvement ce qu'est quand même votre loi sur la surexposition aux écrans. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Quelles mesures vous avez déjà pensées? Oui, alors peut-être pour rappeler un peu le contexte, moi je m'intéresse au sujet depuis maintenant 2 ans, bientôt 3 ans, pour une raison simple, parce qu'on voit que le temps d'exposition aux écrans augmente année après année et que l'âge des enfants est de plus en plus jeune. On a aujourd'hui des enfants de 2 ans qui passent 1 heure en moyenne par jour. Les enfants de 3 à 10 ans, c'est 2 heures par jour face à un écran. Et on connaît de mieux en mieux les effets de cette exposition sur
sur le langage, hein, ça génère des troubles du langage, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les interactions sociales. On connaît beaucoup de ces effets-là, mais on aura l'occasion d'en revenir. Et donc, je crois qu'il revient maintenant aux élus de se saisir de ce sujet-là et de proposer de construire une politique de santé publique. Et ça passe par la loi, en tout cas si on veut lui donner une ampleur, un caractère systématique et des moyens qui soient suffisants pour que chacun ait le même niveau d'information et de formation sur ce sujet-là. Donc c'était un peu voilà, mon point de départ. Et je trouve très intéressant de travailler ça avec Purpose parce que ça permet de voir ce que vous en dites, à vous qui participez à ça, ce qu'en disent tous les internautes qui vont contribuer à la plateforme. Et moi, ça va me permettre évidemment d'avoir une loi qui soit beaucoup plus proche des réalités et des préoccupations de chacun. Donc peut-être on peut commencer par vous, Monsieur le maire. Merci déjà d'avoir accepté cette audition. Et je voudrais dire ici aux internautes pourquoi aussi vous êtes là, puisqu'en effet, lorsque j'ai lancé moi cette consultation, cette mobilisation, eh bien vous avez manifesté votre intérêt pour cette question en tant que maire, parce que c'est un sujet, semble-t-il, que vous suivez, qui vous préoccupe. Alors peut-être déjà vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons de votre intérêt. De manière assez simple, et bonjour à tous. C'est vrai que la relation à l'écran est quelque chose qui peut être un sujet nouveau, pas si nouveau que ça quand on regarde la place que prennent les écrans petit à petit dans notre vie, mais qui est un sujet nouveau dans la mesure où, et des gens comme vous nous permettent d'y aller sur ces questions encore un peu plus fortement, on s'interroge beaucoup sur la manière dont ces nouveaux outils viennent en quelque sorte impacter la vie d'une famille, la vie d'un enfant, la construction d'un enfant, la relation à l'autre, la place en fait que ces outils prennent dans notre quotidien, au travail, à l'école. Et toutes ces questions en fait nous conduisent, et en tout cas moi avec mes équipes, nous conduisent à nous interroger beaucoup sur la manière dont il faut, certes, accompagner la transformation de la société, la transition numérique, le digital, la place du digital dans notre manière quotidienne de vivre et d'être, mais en même temps, la manière dont il faut être éduqué ou éduqué, être éclairé, et quand on est maire, je dirais qu'on a un peu un devoir vis-à-vis de ses concitoyens, c'est d'essayer de faire que, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les quartiers, quels que soient les horizons, les univers, les personnes, sur ces questions-là, comme sur d'autres, soient sur une même ligne de départ. Alors, on n'a pas obligatoirement, je dirais, on ne réussit pas toujours à mettre tout le monde sur la même ligne de départ, mais comme nous sommes une collectivité, notre devoir, c'est d'essayer de favoriser vraiment l'ouverture des yeux pour que les familles, mais aussi celles et ceux qui défendent en quelque sorte la place des outils dans le quotidien, considèrent en fait la manière dont il faut non pas simplement mettre l'outil sur la table ou passer dans un magasin pour acheter un outil X ou Y, mais la manière dont il faut en fait former et accompagner l'utilisateur, l'usager, quel que soit, je dirais, son âge, et c'est là la difficulté, et quel que soit, je dirais, son contexte. Et ça, c'est important qu'à un moment donné, donc, nous, les élus locaux, et vous, les parlementaires, on puisse finalement mettre en concorde un peu nos réflexions, nos regards, parce que nous, on a peut-être la pratique d'un quotidien, et puis vous avez, très direct aussi, voilà, et vous avez en fait cette capacité à faire la loi, et donc quelque part à encadrer, sans mettre un corset, parce que la société évolue, il ne s'agit pas de mettre un corset, mais tout de même voilà, comme on l'a fait sur d'autres sujets, en fait, de pouvoir mettre en quelque sorte un cahier de recommandations ou de bon usage. D'accord. Et alors donc vous, Monsieur Dennery, donc vous travaillez au sein de la Fondation pour l'enfance sur ce sujet-là. Vous avez notamment mené en 2018 une campagne de sensibilisation aux écrans à destination aussi de l'entourage des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors peut-être expliquer le point de départ pour la Fondation,
qui en fait essayent de travailler sur des thèmes qui émergent dans la société et qui peuvent concerner le développement et le bien-être des enfants. Donc on a fait des ateliers avec des professionnels il y a plus de 5 ans. Et le sujet qui est sorti en numéro 1, c'était la question du numérique et des tout-petits. Jugeant en fait que les sujets concernant les plus grands, la qualité des contenus, la dangerosité éventuelle de certains jeux vidéo, les questions de cyberharcèlement, etc., étaient déjà assez bien prises en compte par tout un tissu associatif qui maintenant est déjà bien installé et qui agissait. Néanmoins, il y avait un vide sur la question du numérique des tout-petits. Donc on s'est intéressé à la question, on a rencontré différents acteurs et on s'est rendu compte que le débat était assez mal engagé. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des entreprises qui faisaient leur travail de vente d'offres sans aucun conseil, sans aucune information véritable. Donc voilà, premier point. Donc on va les appeler les rassuristes pour faire le parallèle avec ce qu'on vit sur le Covid. De l'autre côté, des professionnels qui commencent à être extrêmement alarmistes, de façon notamment tout à fait exagérée concernant certains médecins qui faisaient des passerelles entre le risque de surexposition et l'autisme, alors qu'il n'y a aucun lien entre l'autisme, tel qu'il est catalogué et décrit et documenté par les scientifiques et la surexposition aux écrans. Et puis on avait au milieu de ça déjà des experts qui avaient pris un certain nombre de recommandations, comme le docteur Tisseron, disant pas d'écran avant 3 ans. Et le constat qu'on faisait, c'est que les familles disaient désolé, mais nous, dans la vie quotidienne, on n'y arrive pas. Imaginez qu'à jusqu'à 3 ans, on va se priver totalement d'écran, c'est impensable, c'est déjà du passé. Donc on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'émergent de nouvelles recommandations et une information beaucoup plus sérieuse vis-à-vis des familles pour que, déjà, on démonte un alarmisme excessif et que, d'autre part, on montre quand même que le rôle des parents est important durant les 5 premières années de la vie. Alors, les parents et je dirais, tous les adultes qui sont près de l'enfant, puisque l'enfant ne passe pas tout son temps avec ses parents. Oui, les professionnels aussi. Exactement, et on va parler du rôle des professionnels qui accompagnent les enfants. Et donc on s'est dit, on va engager une campagne qu'on ne voudra pas culpabilisatrice et inquiétante, qu'on voudra plutôt positive pour dire, finalement, adultes, prenez vos responsabilités et ayez bien conscience que le temps que vous passez avec vos enfants, les interactions sociales que vous avez avec vos enfants sont importantes. Donc clairement, la question, ce n'est pas l'écran est toxique, l'écran en tant que tel peut générer des problèmes. Alors on parlera quand même des contenus, parce que tout contenu présent sur des tablettes ou des smartphones n'est pas forcément un bon contenu, et ça on en est tous conscients. Mais en tout cas, ce n'est pas l'écran qui en tant que tel est toxique, c'est l'usage qui en est fait, et bien sûr une surexposition. On peut comprendre que sur un enfant de environ 18 mois, qui a à peu près 7 à 8 heures de temps d'éveil, s'il en passe 4 devant un écran, forcément, il n'aura pas le même développement socio-émotionnel, engagé, etc., qu'un enfant qui a une vie sociale plus élaborée. Et quand je dis ça, je m'appuie effectivement sur un certain nombre de données scientifiques qui montrent qu'au-delà d'un certain nombre d'heures par jour, forcément, et ça je dirais, après c'était constaté avec la télévision, exactement, forcément, sur les premières années de la vie où on développe énormément de savoir sur les relations avec les autres, si on ne peut pas les pratiquer, forcément on ne va pas les apprendre et forcément il y aura des difficultés. Donc on a fait cette campagne, on l'a faite avec une association de pédiatres qui s'appelle l'AFPA, qui est un portail d'information qui s'appelle MPédia. Et on a créé une campagne qui est passée en affichage de co-national pendant plusieurs semaines et qui a été délivrée sur ce portail MPédia et dont le concept était la meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Façon de dire de façon assez positive, votre rôle est évidemment clé dans le développement de votre enfant, donc n'oubliez pas ça quand forcément vous devez arbitrer entre le temps que vous avez avec votre enfant et le temps d'écran. Y compris votre... Voilà, exactement, c'est cette campagne-là. Merci. Pour les gens qui regardent. Et quand je dis ça, je termine. Il faut penser au temps d'écran des parents, parce que le temps d'attention qu'ont les parents ou les adultes avec les enfants, c'est à la fois le temps que peut avoir l'enfant auprès d'un écran seul, mais c'est aussi le temps que les parents ont sur leur propre écran et qui ne consacrent pas à des interactions avec leur enfant. Tout à fait. Et je suis en train de voir sur le chat, il y a beaucoup de remarques intéressantes. Et notamment, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut quelque part en parler aux enfants ou est-ce qu'il faut plutôt effectivement en parler aux parents ou même aux professionnels en contact. Je vois d'ailleurs, il y a peut-être une question pour vous. Qu'en est-il de Gilles-Aume, de la sensibilisation lors du temps périscolaire qui est une compétence de la commune? Mais effectivement, on peut se demander à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux enfants par les intermédiaires qu'on a, les enseignants? Sur les tout-petits, on s'adresse d'abord aux adultes. Aux adultes, oui, sur les moins de 3 ans, oui. Après, on peut expliquer des règles simples aux enfants sur les raisons pour lesquelles on va limiter peut-être le temps. On va peut-être aussi s'astreindre à passer au début du temps avec l'enfant et la tablette pour
donner peut-être un certain nombre de consignes et puis voir comment il s'en sert, peut-être l'assister aussi dans l'usage qu'il a des tablettes. Mais après, je pense que le devoir d'information qu'on a tous vis-à-vis des familles, il s'adresse évidemment prioritairement aux parents ou aux professionnels au contact des parents. Et votre campagne d'affichage, elle avait... Voilà, elle s'est complétée notamment d'ateliers ouais. qui présentaient un kit pédagogique de façon à ce que une responsable de crèche, quelqu'un qui anime des ateliers parents sur différents sujets, puisse aussi s'emparer du sujet et animer des ateliers sur ce thème-là auprès des parents. Alors sur les temps périscolaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les temps périscolaires, et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je pense qu'il faut s'adresser à tout le monde, et pas simplement aux parents. Et que dans le cadre des débats qu'on peut avoir sur les programmes pédagogiques, les projets éducatifs, la manière dont on met des objectifs pédagogiques au cœur en fait des programmes, y compris d'éducation nationale. Je pense qu'il faut qu'on intègre le fait que notre société évolue et comme les enseignants, je le disais tout à l'heure, ont énormément travaillé autour de ces questions d'environnement, de climat aujourd'hui, c'est un sujet que les enseignants travaillent comme M. Jourdain, quasiment en fait de manière naturelle. Je pense que la question des écrans, en fait, la question du digital, du numérique, de la modernisation de la société, elle doit faire partie en quelque sorte de ces enjeux de société autour desquels il faut qu'on modernise aussi notre rapport en fait à ces outils qui sont là, donc il ne faut pas les repousser. De toute façon, ils sont là et ils vont être là, ils vont même de manière plus globale en fait être présents dans tout ce que l'on peut toucher. Donc il faut qu'on les intègre, mais il faut que vraiment en fait on puisse dès le plus jeune âge, je pense, essayer d'être là quand ils arrivent dans le quotidien. Et on le voit avec les petits, je dirais qu'on est toujours surpris de voir avec quelle facilité ils réussissent à ouvrir un téléphone portable ou une tablette et finalement à surfer vraiment facilement. Donc il faut que ces réalités-là, en fait, on puisse les intégrer. Concernant les collectivités... Donc c'est-à-dire, par exemple, concrètement, former les enseignants, les assistants maternels à cela et que même transmettre ça aux enfants dont ils s'occupent. De manière générale, je pense qu'il ne faut pas penser que la société, elle ne peut évoluer que en reposant sur des gens que l'on missionne comme étant responsables de la transformation. Je pense qu'ils jouent un rôle, les assistantes maternelles, comme... les enseignants dans la transformation de la société, dans la manière dont elles préparent les nouvelles générations à grandir, mais on est tous co-responsables de cette transformation. Il faut qu'on ait tous conscience de cet enjeu et qu'on y travaille chacun avec nos moyens, chacun avec nos possibilités et avec peut-être un encadrement. Et c'est pour ça que la loi est intéressante, pour éviter que je dirais le monde du marché, l'économie en fait, ne voit que la manière dont elle profite, je dirais, d'une ouverture d'espace, mais en fait pour que, en quelque sorte, tout citoyen soit en quelque sorte à côté de règles de vie qui, comme quand on prend une voiture et qu'on passe le code de la route, nous permettent en quelque sorte de vivre avec un environnement nouveau. Et je pense que le bon usage des écrans, je dirais qu'on apprend aussi à travailler le bon usage de la voiture. On parle beaucoup en fait de réduire la voiture individuelle, d'être dans le covoiturage et le transport collectif. Je dirais qu'on apprend petit à petit à se véhiculer autrement. Je pense qu'avec les écrans, ça doit être un peu la même chose. Les collectivités ont leur rôle. Et c'est à nous, en fait, à intégrer cette problématique dans les projets éducatifs de nos territoires, qui ne sont pas simplement attachés à s'intéresser qu'au périscolaire, mais qui, en fait, aujourd'hui, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois les choses, font dialoguer le projet scolaire éducatif avec le projet extrascolaire et conduisent à ce que la dimension éducative en fait, que l'on porte sur un territoire soit cohérente. Parce que si, je dirais, le périscolaire n'adopte pas le même langage que le scolaire, quand la famille en fait va rencontrer l'enseignant, puis rencontre
un agent de la collectivité en périscolaire, si les dialogues et les discours ne sont pas en concorde, je dirais que la famille, qui n'a peut-être pas obligatoirement été éclairée vraiment sur ces questions-là, ne va pas savoir en fait quelle est la bonne direction. Tout à fait. Elle va écouter qui? Bon, voilà. Et de la même façon qu'une de mes pistes dans la proposition de loi sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'était de mesurer, de suivre le temps d'exposition aux écrans sur une journée, sur une semaine, au moment où l'enfant est dans un établissement scolaire. Puisqu'en effet, parfois, l'enfant, au moment où il est pendant la pause méridienne ou lorsqu'il est à la garderie, eh bien, il va regarder 1 heure, 2 heures de télévision. Si cela se cumule avec un autre temps d'exposition pendant la durée des enseignements, eh bien voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à mon avis une communication et un suivi un petit peu global de ce temps-là. Oui. On avait interrogé des familles, 500 familles dans l'étude qu'on a faite en 2018, et les parents disaient moi j'essaye de contrôler dans la famille, mais je me rends compte parfois que l'assistante maternelle ou à la crèche ou effectivement ou à l'école peut-être aussi parfois. Oui. Alors c'est plus rare que dans le milieu scolaire, en maternelle, il y a des tablettes pour tous les enfants. Et mais sur les temps justement comme ça. En accueil jeunes enfants, par contre, ça peut être plus fréquent. Voilà. Et du coup, il faut cumuler tout, absolument. Cumuler, mais je pense qu'il faut être dans l'esprit un peu 68 arts, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obligatoirement, je dirais, passer par l'interdiction. Je pense qu'il faut plutôt passer par l'éducation. La régulation. La régulation. Moi, ce que je proposais, c'est la régulation, c'est-à-dire le suivi, quantifier combien de temps, est-ce que c'est trop ou pas assez. On connaît un peu les indications sur les 3, 6, 9 ans. Et si on se rend compte, parce que moi, ce que j'ai pu lire, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre enquête, c'est que souvent, on minore le temps d'exposition et que les parents ont le sentiment de moins le mettre que ce qu'ils font en réalité. Et quand on regarde tous ces temps-là en fonction de là où va l'enfant, eh ben, ça fait parfois beaucoup plus que ce qu'on imagine. Bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, je pense que les collectivités locales ont leur place complètement à prendre dans ce secteur-là. Mais on sait que c'est compliqué. Quand on organise en fait des temps d'information, des conférences sur les écrans, on l'a fait au mois de décembre sur Arras, on l'a fait en direction de nos professionnels qui travaillaient sur ces sujets-là, on l'a fait en direction des enseignants qui en fait se questionnaient sur ce sujet. Et on l'a fait en coopération avec l'inspectrice de l'éducation nationale. On l'a fait en fait en direction des familles. Bon, je dirais qu'on a eu peu de familles finalement qui sont venues participer à ce temps d'échange parce que je pense que la préoccupation aujourd'hui n'est pas obligatoirement une préoccupation grand public, une préoccupation du public. On sait que c'est une problématique, mais je dirais qu'on lui tourne un peu le dos parce qu'elle arrange parfois certaines situations. Je dirais que c'est un peu comme des sujets complètement différents qui n'ont rien à voir, mais on parlait en aparté de la cigarette. Bon voilà, pendant longtemps on a tourné le dos, je dirais, à la problématique de la cigarette et on gérait en fait les questions séparément. Il a fallu quand même beaucoup de décennies. Pour en fait qu'on change, et aujourd'hui, je pense que le rapport en fait à cet usage-là est différent. La place de cet élément-là est différente. Je pense que l'écran doit prendre sa place dans notre vie, mais sa juste place. Et c'est ça en fait que le parlementaire, le législateur en fait doit aider à travailler. Tout à fait. Mais je voyais dans les commentaires, c'est intéressant, Archimède, je crois qu'il proposait qu'on installe une durée d'utilisation maximum sur notamment, par exemple, des consoles de jeux, des choses comme ça. Ça me fait penser à la décision de la Chine. Alors je regardais, c'est l'interdiction, enfin c'est pour les moins de 18 ans, pour les mineurs, je crois que c'est 3 heures par semaine maximum et c'est uniquement le vendredi, le samedi, le dimanche. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un effet énorme sur les apprentissages scolaires et notamment tous ceux qui étaient en milieu rural. Voilà. Mais j'entends que l'exemple de la Chine puisse être un exemple, mais dans l'éducation nationale, on sait bien qu'on n'a pas le même rapport, je dirais, à l'ordre et au respect de la règle édictée par le haut. Donc je pense qu'il faut le modèle dans notre société. Et ça, voilà. J'ai envie de dire, c'est à l'extrémité du curseur. À quel endroit est-ce qu'on le place? Moi, j'avais travaillé sur le fait de mettre des messages d'information, comme on le voit justement sur, par exemple, des paquets de cigarettes, des messages de prévention sur tous les supports, sur les smartphones, sur les tablettes, pour dire, voilà, indiquer en fonction de l'âge notamment. Ça peut aider les parents
pour expliquer aux enfants le fait qu'il y ait une règle un peu officielle, entre guillemets. Ouais. Elle ne doit pas être trop restrictive, trop culpabilisatrice, trop contraignante, etc. Mais le fait qu'il y ait un cadre officiel un peu posé, ça a été justement notre combat de dire qu'il faudrait que la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de Santé Publique, enfin les autorités qui font un peu référence sur la connaissance en matière de santé, puissent exprimer un avis. Ce qui a été fait, le Haut Conseil de Santé Publique a publié un avis qui est assez raisonnable, qui consiste à dire... Bon, avant 18 mois, on peut comprendre que c'est pas terrible quand même de commencer à éduquer l'enfant avec du temps d'écran. Néanmoins, à partir de 18 mois, il saura faire. Et deuxièmement, s'il est accompagné et que le temps est raisonnable, il n'y a pas de raison que ce soit un problème. Alors, normalement, ce n'est pas d'écran avant 3 ans. C'est non accompagné avant 3 ans. Donc en fait, si les parents sont à côté et qu'ils interagissent avec l'enfant et qu'ils modèrent évidemment le temps d'écran, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Vous voyez, ils sont déjà moins maximalistes que la règle des 3-6-9 et pas du tout d'écran avant 3 ans. Ah oui, c'est ça. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on retrouve au Canada, aux États-Unis, dans un certain nombre de pays qui ont aussi produit des recommandations. C'est ça. Voilà. Et j'en profite pour informer aussi ceux qui nous suivent qu'on aura l'occasion d'entendre, je crois que c'est le 26 janvier, Serge Tisseron qui justement a travaillé lui sur ces règles de 3-6-9. Le 19. Ah, c'est le 19 janvier. La semaine prochaine. Ouais, ok. Mais je regarde un peu le défilé des questions et je pense qu'une campagne n'est pas suffisante. Je pense qu'une campagne, c'est un élément d'une équation qui doit conduire à ce que dans toutes les dimensions de la vie d'un enfant ou de la vie d'une famille ou de la vie que l'on conçoit pour notre société, en fait, cette préoccupation soit présente. Il faut qu'on puisse en fait véritablement faire comprendre que cet outil est un outil, que c'est un support de travail, c'est un support de loisir, c'est un support d'information, de recherche, c'est un support en fait de la vie courante aujourd'hui que l'on a en fait à portée de main, mais que l'on doit être capable en fait de réguler. Et je pense que la régulation sera certainement appréciée de manière différente en fonction de la manière dont on conçoit son projet de vie. Et c'est pour ça que c'est important de faire que les familles aient conscience que le rapport qu'ils vont organiser, accompagner, faciliter de l'enfant à l'écran va conduire à ce qu'il ait une trajectoire et que cette trajectoire, elle soit plus ou moins, je dirais, intéressante, intelligente et surtout dans le développement que chaque parent, je pense, souhaite de ses enfants, permettant une ouverture ou pas, ou permettant, je dirais, une préoccupation, une obsession à l'écran ou pas. Je pense qu'on a besoin, on l'a vu d'ailleurs avec le confinement ou les confinements, on a bien senti que notre société avait besoin de respirer. La respiration, elle ne passe pas en fait obligatoirement par l'écran, enfin j'espère pas. Ah non. Hein, voilà. Et moi j'entends souvent, j'ai souvent comme retour, notamment de la part de parents, le fait de ne pas les culpabiliser sur cette question. Beaucoup me disent, mais oui, mais on sait bien que ce n'est pas l'idéal, mais on n'a pas d'autre solution que ça, enfin de façon parfois ponctuelle. Comment est-ce que vous gérez ça? Qu'est-ce que vous dites aux parents pour que justement les informer sans les culpabiliser? Ce qui nous semble important, et là je fais lien avec le travail qui a été fait depuis 2 ans sur la commission des 1000 jours, c'est que les parents soient conscients et informés sur la façon dont un enfant se développe, comment il apprend, comment il s'intéresse, comment il se motive, comment il régule son attention, etc. Et après, plutôt que de leur fixer des normes toujours très contraignantes, que les parents choisissent par eux-mêmes comment ils avancent, mais au moins informés, bien conscients de la façon dont leur enfant va se développer au plan langagier, au plan socio-émotionnel, au plan neurologique, des questions d'attention et de contrôle de la frustration, parce que c'est un sujet aussi qui revient souvent dans la façon dont les parents gèrent ça, qu'ils ont peur de frustrer et d'irriter trop fortement leur enfant. Donc nous, ce qu'on demande, et les actions qu'on a essayé de mener, c'est d'améliorer l'information des parents, comme c'est un petit peu la même thématique sur la commission des 1000 jours, c'est que les parents doivent mieux comprendre comment se développe leur jeune enfant entre 0 et 5 ans, et ça les aidera. Je pense que naturellement, ils réguleront. Est-ce que ça suffit ? Je prends juste un exemple. On a des familles dans l'enquête qu'on a menée qui disaient on pense que c'est une perte de chance pour notre enfant si on ne lui confie pas une tablette entre les mains, parce que du coup, il ne va pas apprendre la même chose que les autres enfants.
Ce qui est fou, parce que il y a des tas de façons, il y a déjà des tas d'apprentissages dont l'enfant a besoin et qui ne passent pas par des tablettes. Et puis surtout, il peut y avoir des effets indésirables dans le fait de surexposer un enfant au-delà de 3-4 heures d'utilisation quotidienne, c'est évident. Et ça, ils ne le savent pas. Ils ne voient que l'aspect perte de chance dans l'acquisition de savoir. Alors même que moi, de ce que j'ai lu, ces savoirs, en fait, ça prenne très rapidement. Il n'y a pas besoin de... Voilà, en fait, en réalité, il n'y a pas d'avance à prendre. Exactement, il n'y a pas d'avantage compétitif, on va dire, apporté par les écrans par rapport à d'autres apprentissages pour apprendre certaines choses. C'est faux. Donc là, il faut que les parents en aient conscience et le sachent. Et c'est cette information-là qui doit passer, alors, soit par des campagnes, soit, comme dit Monsieur le maire, par des interactions locales, des ateliers, Et là-dessus, on aimerait bien aussi que l'éducation nationale se positionne un peu plus. Parce que là, on a fait des rencontres avec l'éducation nationale. Alors, ils sont déjà assez engagés sur les plus grands. Dès que l'enfant, au-delà de 5-6 ans, commence à savoir lire et écrire et qu'il peut lui-même aller se promener sur Internet, il aborde d'autres types de risques. De mauvaises rencontres, de divulgation de ses données, voire même de début de risque de harcèlement, etc. Et là, il y a déjà les enseignants sont plus sensibilisés, il y a des ateliers que font des associations, il y a même des gendarmes qui vont régulièrement dans les établissements scolaires pour expliquer un certain nombre de choses. Donc là, je dirais tout le circuit s'est mis en marche et l'information commence à passer. Sur les plus petits, ce n'est pas le cas. Dans les crèches, dans tous les lieux d'accueil, il n'y a pas cette information, donc il faut la mettre en place. C'est là qu'il faut, qu'il faut mettre le paquet. Je dirais que pour reprendre un mot d'actualité, l'objectif, c'est pas d'emmerder les gens. L'objectif, et je pense que c'est celui que vous partagez, c'est en fait de faire que chacun puisse être éclairé sur la manière dont il faut en fait vivre avec un élément qui devient un élément de la vie courante et qui est présent à tous les âges et qui doit en fait simplement être d'un bon usage. Comme en fait on a énormément de choses qui sont venues s'imposer dans notre quotidien et qui ont trouvé leur place et leur bon usage, leur bonne place dans notre manière de construire les choses. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'il faut poser les principes. Et l'un des premiers principes, c'est de considérer que l'écran est là. C'est pas de considérer que l'écran n'est pas là. Mais en fait, il faut réussir à qualifier, à quantifier en fait la manière dont il chemine en quelque sorte à nos côtés. Demain, en fait, on aura peut-être un robot qui fera partie de notre quotidien et qui nous apportera toute une série en fait d'avantages, mais qui pourrait aussi conduire à ce qu'on ait des désavantages à avoir un robot à nos côtés. Et si on n'est pas en fait éclairé sur le bon usage du robot, demain en fait le robot pourrait remplacer un certain nombre de choses ou avoir aussi des conséquences sur notre santé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a un film ou une série en ce moment à la télévision là-dessus, mais je le dis avec de l'humour. Mais quelque part, je pense qu'il faut vraiment qu'on n'ait pas peur en fait de l'écran ou de l'outil, mais qu'on sache en fait simplement lui donner sa place. Et sa juste place, voilà, sa bonne place. J'ai travaillé sur en fait toute la démarche qui avait été engagée sur le plan de lutte contre la pauvreté. Et derrière, en fait, il y a eu effectivement l'ouverture du travail autour des 1000 jours. Et on a inauguré au mois de décembre en fait une première maison des 1000 jours à Arras. Et cette dimension de l'écran fait partie de toute une série de sujets autour desquels, effectivement, le dialogue avec les familles s'organise. Pour nous, c'est très important. Ça fait partie, en fait, des objectifs que l'on s'est fixés. Et je pense que cette question des 1000 jours, vous voyez, moi qui étais adjoint à la jeunesse et qui aujourd'hui, en fait, suis maire, je n'appréhendais pas obligatoirement dans le projet éducatif les 1000 premiers jours, comme en fait je l'aborde depuis ces dernières années, parce que le travail d'audition qu'on a pu faire et les rencontres que j'ai pu en fait avoir m'ont éclairé sur finalement la place que devait prendre aussi la collectivité sur ces 1000 premiers jours. Et il fallait réussir à créer cette communauté bienveillante qui accompagne en quelque sorte les parents pour les éclairer, pas pour les diriger. Et je pense que pour l'écran, c'est exactement la même chose, mais il faut qu'on intègre cette préoccupation de l'écran dans les 1000 jours, la manière dont on en parle, dans le projet éducatif d'un territoire, dans les objectifs pédagogiques
de l'Éducation nationale, puis d'une manière générale, dans la place qu'on leur donne dans la société à laquelle on aspire. Peut-être pour rappeler à ceux qui nous suivent la démarche des 1000 premiers jours de l'enfant, ça part du principe de l'idée que les 1000 premiers jours, donc les 3 premières années de vie de l'enfant, sont déterminantes dans son développement, dans son avenir, hein, à la fois sur le plan cognitif, sur le plan socio-affectif, sur tous ces plans-là. Et donc il faut quelque part donner les mêmes chances à tous les enfants, quel que soit leur lieu d'habitation, en accompagnant notamment les parents sur tout un tas de questions, hein, de l'alimentation, en passant par l'éducation, par les soins. Voilà. Et moi, je trouve intéressant, je voulais juste, je ne sais plus si ça a été précisé, rappeler que vous êtes vous présidez la commission éducation de l'AMF, voilà, pour l'association des maires. Et donc, à ce titre-là, ça peut être, à mon avis, aussi une porte d'entrée intéressante pour engager des choses, parce qu'évidemment, les maires sont souvent les premiers interlocuteurs. Oui, et puis, je dirais qu'on est maire, mais on n'a pas la science infuse, on tâtonne sur ces questions, nous aussi. Hein. Enfin, franchement, moi, j'ai une adjointe à l'éducation qui est très impliquée, qui se bat et qui s'est beaucoup battue pour que ce sujet des écrans soit pris en compte vraiment dans notre politique éducative et auprès des familles et dans l'univers de la petite enfance. Mais c'est vrai qu'on tâtonne, on hésite. Et puis quand on pose le sujet, en fait, tout de suite, on peut être critiqué sur la manière dont on a posé le sujet, ou on peut donner l'impression de juger en quelque sorte les familles, ou c'est pas du tout le cas. On essaie simplement d'apporter, comme vous le disiez, hein, un éclairage, une ouverture d'esprit. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai constaté en organisant une réunion publique, notamment dans ma circonscription, hein, dans le département du Loiret? Beaucoup de parents d'enseignants sont venus me voir en me disant c'est un vrai sujet. Et également certains élus locaux, hein, maires ou conseillers municipaux, qui m'ont dit en fait on est sollicité régulièrement par les parents qui sont parfois perdus. Est-ce que c'est le cas aussi? Il y a des parents qui viennent vous voir. Je dirais que si on a en fait choisi de travailler ce sujet-là, c'est parce que certains parents s'interrogeaient. Et vous demandez à vous de vous positionner là-dessus. Et puis la comparaison en fait des familles qui ont l'écran, d'autres qui n'ont pas l'écran, des enfants qui disposent des écrans. C'est un peu comme la question des marques sur les vêtements dans la cour de récréation. À un moment donné, en fait, on classe en quelque sorte les personnes dans une certaine catégorie. Voilà, donc c'est... En fonction de leur équipement, finalement. Donc ce sont ces sujets-là autour desquels il faut qu'on soit attentif. Et oui, les familles nous interrogent parce qu'on défend aussi des principes républicains, des principes de communauté, des principes en fait de réussite pour tous. On parle beaucoup en fait de la manière dont on défend l'égalité ou l'équité, qui sont deux mots qui nuancent beaucoup les choses. Hein. Ce sont des combats du quotidien. Et généralement, nos concitoyens savent qu'on est très attaché en fait à des valeurs d'équilibre et à des valeurs de possibilités offertes à tous. Et dans l'école, dans la classe, aujourd'hui, discuter avec les maires, combien de maires n'ont pas travaillé à équiper leur classe à la demande de l'Éducation nationale avec des tableaux numériques. On n'est plus au tableau avec de la craie. Combien de maires n'ont pas été sollicités par l'Éducation nationale pour amener en fait des écrans, non pas simplement dans des espaces de travail, mais dans la classe, et aujourd'hui avec des tablettes. Parce que c'est ça, l'Éducation nationale s'intéresse beaucoup à l'apport pédagogique que peut avoir l'outil en tant que tel, alors soit à travers les tableaux numériques, soit même avec les tablettes, avec des projets autour de la pédagogie inversée, fait que l'enfant apprenne aussi un peu à son rythme grâce à l'outil numérique et l'assistance de l'enseignant. Il y a plein de réflexions par contre qui sont menées, qui sont très intéressantes. Et vous travaillez avec eux sur ces questions-là? Alors non, parce que nous on a vraiment choisi la question du temps d'écran, vraiment des tout petits. Plus que celle du bon usage. Voilà. Et surtout des plus grands, parce qu'en fait, évidemment, la question se pose sur au-delà de 5 ans, et tout l'apport que peut avoir effectivement l'outil une fois on a passé le cap du CP, on va dire en maternelle, c'est quand même moins indispensable. Hein. Les apprentissages de maternelle sont plus fondamentaux et passent moins aisément par les écrans. Hein. Mais nous, on y travaille, parce que, y compris en fait dans une école maternelle, un pôle éducatif que j'ai inauguré il y a maintenant 3 ou 4 ans,
dirais que le lieu a été conçu en fait de manière moderne, avec des écrans, et de manière, je dirais, très tournée vers l'éco-responsabilité. Les écrans, en fait, sont présents, y compris dans les classes maternelles, mais avec forcément un encadrement pédagogique qui conduit à ce que l'enseignant, géré de manière intelligente, organise un certain nombre d'ateliers, d'activités, mais c'est lui qui maîtrise le sujet. Mais à l'entrée de la classe, vous avez une tablette numérique qui permet aux parents d'enregistrer le fait que l'enfant mange à la cantine ou pas. Vous avez en fait, quand vous rentrez dans l'école, un écran numérique qui apporte des informations. Donc c'est pour ça que je dis que la place de l'écran, elle fait partie aujourd'hui d'un parcours, y compris d'ailleurs quand les enfants viennent avec les parents en voiture. Je dirais que dans la voiture, quelquefois, il y a aussi des écrans. Donc, et c'est la manière, je pense, dont on va veiller, comme vous le disiez, à cette information, à cette manière d'éclairer et à poser le bon usage qui va conduire à ce que chacun, en son âme et conscience, comme on l'est avec d'autres choses, pose en quelque sorte sa consommation. Mais je pense qu'il faut responsabiliser. Alors l'enfant est plus difficile à responsabiliser que l'adulte, mais je le dis vraiment, quand on voit la manière dont les enfants de plus en plus tôt sont en fait agiles avec l'écran, il faut qu'on se pose la question de savoir à partir de quel âge on peut les aider à s'autoréguler. Ouais. Parce que je crois qu'il y a des... Malheureusement, et on le sait, quand vous interrogez les enfants, quand vous allez dans les classes, moi je fais souvent ça, je demande aux enfants à quelle heure ils se sont couchés. Et je leur demande en fait s'ils ont une télévision dans leur chambre. Et je leur demande à quelle heure en fait ils ont fermé la télévision. Les recommandations sont Vous êtes parfois surpris. Donc entre la place de l'écran, la manière dont on le conçoit et puis l'usage, il y a un écart. Je pense que ça, on ne va pas le régler du jour au lendemain. Il faut qu'on réussisse en fait à vraiment être tous mobilisés pour en fait un rapport de l'écran dans la société qui soit présent et autour duquel on travaille à, non pas à fixer des règles, mais je dirais à apporter sa place et sa juste place. Est-ce que justement il ne faudrait pas revenir en arrière sur cette omniprésence des écrans? Vous disiez qu'il y en avait au collège pour noter celui qui mangeait à la cantine ou pas. Il y a énormément de personnes, de parents qui sont très conscients du problème, mais qui se sentent malgré tout désemparés. Là, sur le site, il y a Séverine qui a posté un commentaire qui dit « Maman d'enfants déjà grands, peu exposés quand ils étaient petits, mais malgré tout imbibés aujourd'hui. Je m'inquiète aussi de la présence des écrans à l'école. Il y a 3 ans, on nous parlait de mettre des brouilleurs dans les collèges et les lycées pour empêcher l'utilisation des téléphones. Aujourd'hui, ils ont tous des tablettes sur lesquelles sont les livres scolaires, du Wi-Fi partout dans les établissements. Du coup, que des appels à la déconcentration. Netflix ou les jeux en ligne pendant les cours, c'est tellement tentant. Et que dire du contrôle à la maison, au retour du collège ou au lycée? On ne peut plus couper le Wi-Fi, sinon ils ne peuvent plus trouver l'exercice à faire sur le livre sur lequel, en ligne sur leur tablette. Bref, les parents sont impuissants, désemparés et nos jeunes ne quittent plus les écrans malgré le dialogue, la responsabilisation, etc. Mais tout est fait pour que ce soit hyper addictif. Donc il faut protéger nos enfants, petits-enfants et plus grands. Merci à nos députés de se saisir d'urgence de ce sujet. Ah oui, mais c'est une parole qui est très juste. C'est des gens qui sont formés, qui ont conscience pourtant. Ouais. Mais je propose d'aller beaucoup plus loin, donc des brouilleurs. Et moi, je trouve que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, la question des brouilleurs dans l'établissement scolaire, le fait d'interdire l'accès dans les établissements scolaires. Sur les temps. Qu'une tablette serve de support à des cours, à des documents, à apprendre, je vois pas en quoi ça serait gênant, mais qu'effectivement l'école soit toujours un lieu où on peut se connecter au reste du monde sur Internet. Là, c'est pas la même chose, quoi. Donc effectivement, alors, je ne sais pas si le brouilleur est la solution, mais effectivement, il faut faire la part des choses. On réfléchisse bien à la société que l'on souhaite pour demain. Quand on voit la manière dont, d'une manière générale, tous les chemins en fait administratifs, institutionnels se dématérialisent, je dirais qu'il faut que l'on considère aussi en fait autant le désarroi, et Madame a raison,
des familles vis-à-vis de leurs enfants, des enfants peut-être par rapport à un certain nombre d'outils, des parents par rapport à un certain nombre d'outils, mais aussi en fait de tout adulte par rapport à l'obligation que l'on a à se dématérialiser. Qu'est-ce qu'on ne fait pas en fait en utilisant une tablette? Même pour le Covid, en fait, vous ne pouvez pas rentrer quelque part sans présenter un écran, au pire un papier. Donc, quelle est la société que l'on veut? Et je pense que ça, c'est une question que l'on n'a pas encore totalement réglée parce que c'est une question d'actualité. Oui, et il ne s'agit pas d'avoir une approche qui soit technophobe. Moi, je voyais sur Twitter, il y a quelques jours, il y a un enseignant, Monsieur Masson, je crois, qui a créé un compte Twitter pour sa classe de CM2 et qui expliquait très bien sa démarche sur son blog en disant « Moi, je veux leur apprendre le bon usage de Twitter, montrer qu'effectivement, on peut chercher les informations. » Et c'est une démarche qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a les pour, il y a les contre, mais je trouve assez intéressant qu'un enseignant prenne le taureau par les cornes et dise… Et du coup, il expliquait qu'il apprend aussi aux enfants à ne pas tomber dans cette addiction aux réseaux sociaux en instaurant des temps où on consulte, des temps où… Il faut être dans une relation de confiance. Et le rapport à la confiance donne justement la possibilité, et cet enseignant est remarquable, s'il a pris cette initiative, c'est très bien, mais je ne pense pas qu'il soit dans le modèle, je dirais, parfaitement attendu. Donc il faut que ce type Il y a beaucoup d'enseignants qui se saisissent, moi je le vois, chez moi. Il faut les encourager. Il faut les encourager parce que finalement, par la manière dont ils essayent de trouver le chemin, est certainement quelque chose qui permettra en fait à la fois de dialoguer avec les familles, les parents, de dialoguer avec la communauté éducative, parce que je dirais que tous les enseignants n'ont peut-être pas obligatoirement le même rapport au sujet, et puis surtout avec les jeunes, avec les enfants, et bien sûr avec les tout petits. La façon dont tout ça est conçu, c'est-à-dire il y en a qui s'intéressent à la sensibilisation précoce des enfants aux questions d'intelligence artificielle. Parce qu'assez vite, ils vont être confrontés à ça. Pourquoi les algorithmes des réseaux sociaux, la façon dont fonctionne un certain nombre d'applications, tout ça est extrêmement important de les sensibiliser et de leur expliquer comment ça fonctionne parce qu'ils vont y être confrontés assez vite. Les sources aussi, quelle hiérarchie, comment est-ce qu'on va chercher l'information? Ça, c'est une question. Quand on voit que maintenant que les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a un moment, on peut le refuter, mais il faut faire avec. Il y a à boire et à manger. Et on le voit bien dans la manière dont ça oppose en quelque sorte les sujets, ça oppose les gens. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une culture commune. Tout à fait. Sur cette question. Après, il y a aussi la question des contenus qu'on a assez peu abordé, parce qu'il y a l'écran tant que tel. Et sur la question des contenus, alors là, je me positionne aussi sur les plus jeunes enfants, parce que je pense que sur les plus grands, avec le système de labels comme PEGI sur les âges des jeux vidéo, et d'autres modes d'information, il y a quand même pas mal de données qui sont fournies sur la qualité des contenus. C'est peut-être moins le cas sur les plus jeunes. On a fait railler un peu, par exemple, contre YouTube Kids, une plateforme qui délivre des vidéos pour enfants à l'appel. On s'est rendu compte notamment, c'est pas nous qui nous en sommes rendus compte, mais il y a eu des alertes sur le fait que il y avait quand même des vidéos qui étaient proposées, qui étaient en fait des vidéos quasi publicitaires. Des vidéos avaient été créées pour proposer des jouets à des enfants, alors que les enfants des dessins animés Lego et ce genre de choses. Il y avait même des présences d'individus qui n'étaient pas forcément, qui s'intéressaient à la façon dont les enfants se comportent, etc. C'était un peu piégeux. Donc là, il y a eu un gros travail fait par YouTube, Google là-dessus, mais c'est encore à surveiller. Et surtout, après, sur les contenus en tant que tels, autant il y a des labels qui sont créés sur les jeux vidéo, sur les plus grands, autant il n'y a pas grand-chose sur la qualité éducative des contenus proposés aux plus jeunes. Et je trouve qu'il pourrait être intéressant, sans rentrer dans un système trop élaboré de labellisation, qu'il y ait quand même plus d'informations qui soient délivrées aux familles sur la qualité des contenus qui sont proposés. Voilà, donc il y a des tentatives. Il y a une personne avec qui on a pas mal travaillé, Laure Deschamps, qui a créé une plateforme qui s'appelle La Souris Grise, sur laquelle elle référence et elle publie une évaluation des contenus de la plupart des applications pour enfants. Voilà. Bon, mais elle fait ça seule. Enfin voilà, c'est une tentative individuelle. Il faudrait qu'elle soit peut-être plus aidée pour faire ça. Il y a aux États-Unis un site de référence sur les médias, qui évalue les films, qui évalue les applications pour les enfants, etc. Et qui donne une information très utile pour les parents sur le choix qu'ils peuvent faire en matière de contenu. Il n'y a pas énormément ça encore aujourd'hui en France et je trouve que ça devrait être incité, encouragé davantage. Ou alors peut-être que des médias pour les adultes s'intéressent aussi au fait d'aller travailler cette question-là pour qu'elle soit plus utile pour les parents.
J'ai l'impression que quand vous avez construit votre proposition de loi, en cherchant des sources, vous avez peiné à trouver des études françaises. Ça se passe plus du côté du Canada Oui, ou le des Canada, États-Unis. très en Et en avance. France, on n'a pas grand-chose au final. On en a moins. On en a, j'avais notamment cité, je crois, l'étude à Rennes qui a montré le lien entre les troubles du langage et la surexposition aux écrans. Mais effectivement, on a plus de données anglo-saxonnes, notamment le Canada, qui est très actif sur cette question-là. Et je crois que c'est ça qui contribue aussi à cette confusion et à ce manque d'information, c'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'il y a un débat là-dessus, alors que les données, elles sont assez claires sur les effets, comme je le disais, en deçà d'un certain âge, et à partir d'un certain nombre Oui. voilà, Il y a à pas partir de d'une certaine débat durée. sur le fait qu'effectivement, à partir d'un certain nombre d'heures, forcément, on peut imaginer qu'il y a des dégâts, on va pas débattre là-dessus. La question, elle est sur les autres, finalement, sur les utilisations plus modérées, plus raisonnables. Et l'étude est moins claire, parce qu'en fait, le problème qu'on a souvent dans ces études, c'est qu'elles sont multivariables. Il se passe des choses manifestement dans le développement de l'enfant. Le temps d'écran est une variable, mais il y en a d'autres. Voilà, dans le contexte familial, dans le contexte social, qui peuvent aussi expliquer en partie la façon dont l'enfant globalement se développe. Donc c'est très dur d'isoler la variable écran parmi d'autres variables dans les constats qui peuvent être faits. C'est pour ça que l'étude donne une tendance, mais les scientifiques qui se sont penchés sur la question disent quand même allez-y prudemment, parce que accuser uniquement les écrans dans ce qu'on voit sur les aléas de développement de l'enfant, c'est peut-être un peu trop précipité. Il faut regarder plus loin. Et donc c'est vrai et les autres études, même canadiennes, ont un petit peu le même genre de biais. Hein. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a ces règles de 3, 6, 9. C'est pour ça qu'en l'absence, ils veulent, la haute autorité de santé ou le haut conseil disent on ne peut pas être trop dur, on ne peut pas être trop rigide, il n'y a pas assez de données pour le faire. Néanmoins, un peu par principe de précaution, on encourage effectivement un certain nombre de recommandations et de principes. Je voulais juste répondre à la question de Kian Necker qui demandait ce que l'État a fait jusqu'à présent. Et ben moi, je vous propose de venir à l'audition du 26 janvier, puisque là, a priori, on aura la chance d'avoir des secrétaires d'État, donc des membres du gouvernement, qui pourront répondre justement sur tout ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même s'il en reste évidemment encore à faire. Voilà. Et moi, je voulais simplement préciser que dans le cadre justement de ce travail autour des 1000 jours, du projet éducatif qui intègre en fait forcément la dimension maternelle, mais bien avant, qui essaye en fait de s'intéresser vraiment à la construction en fait dès les 1000 premiers jours, et qui on s'est associé la compétence, l'expertise d'une association qui s'appelle Ensemble pour l'éducation, qui fait un travail, je trouve, assez remarquable de recherche sur justement toutes ces questions qui nous taraudent et qui s'appuient sur des études et des chercheurs canadiens, parce que ce sont souvent des gens qui sont très en avance sur ces questions-là. Mais je pense que en France et en Europe, on a aussi en fait toute une série de recherches, notamment dans les pays du Nord de l'Europe, qui s'intéressent beaucoup aux questions éducatives et qui ont beaucoup de choses à partager avec nous. Je pense qu'on ne doit pas apprendre des autres, on doit partager avec les autres et on doit construire son chemin. Et ça serait intéressant de voir en fait de manière au niveau des lois si dans ces pays qui sont un peu modèles en matière d'éducation, s'ils ont en fait eux-mêmes travaillé sur des projets de loi, légiférés, encadrés. Parce qu'après tout, je pense qu'on est un peu sur une même ligne et une volonté, je pense, de servir au mieux nos concitoyens en essayant de considérer la manière dont notre société évolue, mais dont on pense qu'elle doit bien évoluer. Et c'est pour ça que le rapport avec le citoyen et la manière dont on construit la loi avec le citoyen est très importante, parce que si on la construit je dirais, en chambre, je pense qu'on peut en fait à un moment donné être un peu décalé par rapport au ressenti en fait, par rapport au ressenti terrain. Et ça c'est pour moi important qu'il y ait une adhésion. Alors, on a travaillé justement avec le secrétariat d'État sur le site jeprotègemonenfant.gouv.fr. On peut mentionner, comme on y a contribué, on peut le mentionner. Voilà, qui initialement avait été lancé plutôt sur les questions
de cyberviolence, de risque d'agression sexuelle, etc. Donc, ou d'accès à la pornographie en ligne, pour être très clair, et qui est en train de se diversifier et qui a tout un volet maintenant sur la question des usages des écrans, et notamment auprès des jeunes enfants. Donc il y a des conseils très concrets et documentés et contrôlés au plan scientifique à regarder. Je pense qu'il faut plutôt aller les chercher sur un site comme ça. Parce que c'est une des questions justement, c'est d'avoir un accès à une information qui soit fiable. Et je dirais qu'il fasse consensus aussi. Ouais. Absolument. Très bien. Pour résumer, vous êtes plus sur de la sensibiliser dans les écoles et beaucoup moins sur l'interdiction. Moi, je suis pour. Mais la régulation. Moi, je suis pour une. Je trouve que c'est très bien le travail qui est fait sur une loi qui encadre en quelque sorte le bon usage, les bons principes, qui protège en quelque sorte aussi le citoyen d'une surexposition non contrôlée et finalement avec une surconsommation. Je dirais, ouverte à tout et à n'importe quoi. Je pense qu'il faut que le sujet soit partie prenante des objectifs que l'on se donne sur un territoire en matière de projets éducatifs. Pour moi, présent aussi au sein d'une école dans la manière dont on conçoit les objectifs pédagogiques. Et donc, ça appelle, et c'est pour ça que c'est très intéressant de concerter plusieurs dimensions gouvernementales, parce que ça doit autant, je dirais, parler à l'élu, au ministre, au secrétaire d'État qui est en charge de la petite enfance, qu'à celui qui est en charge de l'éducation, qu'à celui qui est en charge du numérique. Et on pourrait comme ça étirer le fil, parce qu'à un moment donné, en fait, ça renvoie aussi à la manière dont on place le rôle et la place de l'écran dans les usages du quotidien. Quand on demande aux citoyens de faire sa déclaration d'impôt en ligne, quand on demande aux citoyens de faire sa demande de carte d'identité en ligne, quand on demande en fait aux citoyens d'utiliser un GPS qui fait partie de la vie courante aujourd'hui, mais pas obligatoirement d'utiliser une carte Michelin que l'on trouvait chez son... Voilà, donc il y a une évolution de la société, donc forcément ça change aussi le rapport et le regard de l'enfant, y compris du tout petit, sur la manière dont il voit son père ou sa mère évoluer. Et donc ça, ce sont des choses que l'on doit prendre en compte et donc qui ne culpabilisent personne, mais qui nous responsabilisent tous. Vous partagez ces conclusions peut-être pour synthétiser un peu sur... Donc vous êtes plutôt sur la sensibilisation, l'information, la prévention. Comprendre comment tout ça fonctionne. Et je pense que ça rend les gens forcément plus intelligents et que leurs décisions sont plus justes. Voilà. Les rendre responsables finalement. Exactement. Ouais, okay. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cet échange. Merci de votre invitation. Merci ça va à la me... plateforme. Voilà. Et puis aux internautes. Ouais. Donc on clôt cette première audition de Caroline Janvier. Merci monsieur le maire et merci monsieur le directeur. On se retrouve la semaine prochaine avec Serge Tisseron et Marie Danet qui avaient déjà pris part à la vidéo qu'on avait faite pour la promotion de la proposition de loi de Caroline Janvier, qui est professeur à l'université de Lille, et Serge Tisseron qui est, je ne me souviens plus du titre exact, qui est psychologue, psychiatre, voilà. Et spécialiste de ces questions. Donc du coup, ils viendront nous apporter une expertise beaucoup plus médicale sur le sujet de la surexposition des enfants aux écrans. Donc je lis une dernière fois le chat, est sympa, concept d'audition publique, vraiment public, ok, les gens ont l'air contents. Est-ce qu'on peut... Ah bah non, les mesures de l'État sera le 26 du coup, ce qui serait intéressant, voilà, c'est que vous posez directement la question. Voilà, donc on y répondra plus tard, Kir Nakir, rendez-vous pris pour le 26 janvier. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
Merci.